Bon, allez, on y va. Parce on est bien ici, mais quand même, c'est pas le club méditerranéen, hein, d'accord? Donc, notre confrère, le docteur Rechner, il va nous parler, c'est marqué, hein, chirurgie du pancréas avec une barre de rang. Donc, je crois que c'est 5 minutes. Hein. 5 minutes? Ah ben, non, c'est 15 minutes. Alors là, je vais être dur, moi, plus que ce canard. Le canard, il a vraiment ramolli. Bonjour à tous. Merci d'être venu quand même. Hein. Ouais, je vous remercie de m'avoir invité. Bon, c'est vrai que le trajet est long. Donc, je suis Nicolas Rogenet, je suis praticien hospitalier au CHU Nantes, je suis chirurgien, et je fais plus particulièrement dans le service de la chirurgie du pancréas, enfin le suivi ésophagique, l'estomac, l'œsophage, pancréas, et puis maintenant une spécialité, c'est que je fais du sarcome, qui prend beaucoup de place, mais voilà. Plus spécifiquement, je vais vous parler des tumeurs neuroendocrines du pancréas. D'abord, en préambule, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un éventail très large de lésions. Donc, ça va de la lésion bénigne à la lésion soi-disant précancéreuse et éventuellement au cancer, ou en tout cas une tumeur endocrine maligne. Le cut-off, il est un petit peu variable. On est un petit peu dans le flou ces derniers temps. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a quelques publications qui ont fait beaucoup de bruit en fait, dans la sphère des tumeurs neuroendocrines. Donc, on sait que les tumeurs bénignes, c'est plutôt des petites tumeurs. Est-ce que c'est des G1? Ça, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'insulinome, oui, parce que dans 95% des cas, il est bénin. Et puis, peut-être les tumeurs neuroendocrines non fonctionnelles dans les NEM1, mais ça, c'est vraiment un sous-groupe très particulier. Les étapes précancéreuses, est-ce que c'est des tumeurs supérieures à 2 cm? Est-ce que c'est des G2? Est-ce que c'est des gastrinomes? Et puis, les tumeurs neuroendocrines malignes, sûres, c'est celles qui sont métastatiques, notamment ganglionnaires et hépatiques. Et c'est pour ça que la prise en charge s'adapte aussi en fonction de ce bilan et ses lésions. Alors la prise en charge, elle a fait l'objet de recommandations de l'ENETS, hein, c'était en 2007, c'est paru. Globalement, mon topo va suivre ce schéma. Vous voyez qu'il y a une espèce de diagramme et un organigramme pour la prise en charge, et je vais tâcher de développer ces différents points. En premier lieu, on va régler tout ce qui est sûr. Les tumeurs neuroendocrines de plus de 2 cm, et bien grosso modo, il faut les opérer. Alors pourquoi il faut les opérer? Parce qu'en fait, ces tumeurs endocrines, elles ont un fort pouvoir de métastase ganglionnaire, c'est-à-dire que ici, sur ce schéma, je ne sais pas si j'ai une petite flèche, mais c'est pas grave, mais vous voyez que les tumeurs neuroendocrines, grosso modo, le taux d'envahissement ganglionnaire quand elles sont opérées est supérieur à 30%, et que le diagramme d'en dessous, vous voyez que la métastase ganglionnaire, c'est un tournant évolutif de la maladie. La survie des malades est moins bonne que chez les patients qui n'ont pas de métastase ganglionnaire. Donc en fait, même si on n'a pas de dépistage, toutes ces tumeurs de plus de 2 cm, elles doivent être opérées, qu'elles soient fonctionnelles ou non fonctionnelles. Ça, c'est quelque chose qui est un peu précieux. Le deuxième élément, c'est dans le cadre des néoplasies endocriniennes multiples de type 1, la première lésion est le gastrinome. Et ces lésions, là on sait maintenant qu'il ne faut pas les opérer. Ça, il faut rendre hommage au travail du GTE, qui suit la cohorte des néoplasies endocriniennes multiples de type 1 sur toute la France. Et on sait que finalement ces patients, ils survivent aussi bien sans chirurgie qu'avec chirurgie. Donc en fait, il ne faut pas les opérer. La deuxième chose, c'est que les tumeurs de moins de 2 cm dans les NEM1, c'est la même chose. Il ne faut pas les opérer, puisqu'en fait, on sait que le pourcentage en fait, de tumeurs malignes est extrêmement faible. Et le cut-off après 2 cm commence à 4% de tumeurs malignes. Donc vous voyez que c'est finalement pas beaucoup. Et je ne sais pas prouver, mais je reste persuadé que le profil évolutif des tumeurs neuroendocrines pancréatiques dans le cadre des NEM1 n'est pas du tout le même que dans le cadre des tumeurs sporadiques. Mais ça, c'est un avis très personnel, mais vous verrez dans mon topo qu'on a quand même quelques éléments qui tendent à le prouver. Et enfin, la dernière chose, c'est pour les insulinomes. Et bien ça, on sait qu'il faut les opérer, quel que soit le stade, parce qu'en fait, on guérit les malades une fois qu'on a enlevé l'insulinome. Donc, en fait, grosso modo, il faut opérer toutes ces lésions. Je ne rentre pas dans les détails des autres tumeurs fonctionnelles, somatostatinome, vipome, qui sont quand même des tumeurs rares dans la rareté, puisque les tumeurs neuroendocrines, c'est quand même rare. Celles-là, elles sont souvent métastatiques d'emblée, et en tout cas métastatiques ganglionnaires, et on verra dans le topo après, et puis on englobe un peu tout, c'est une tendance à les opérer. Donc là, vous voyez, je vous ai fait une diapo sur la survie des malades dans le cadre du GTE pour les tumeurs de moins de 2 cm.
voyez que la survie sans chirurgie, elle est excellente, à plus de 90%. C'est également valable ce diagramme pour les gastrinomes. Donc en fait, c'est les patients, comme je vous disais tout à l'heure, NEM 1 moins de 2 cm, il ne faut pas y toucher. Gastrinome, NEM 1, il ne faut pas y toucher non plus. Alors quel type de chirurgie? Eh ben, c'est une chirurgie avec résection standardisée, c'est pas dénucléation, et il faut faire un curage ganglionnaire et enlever au moins 12 ganglions pour avoir une bonne évaluation anatomopathologique. Donc voilà, déjà on a une partie qui est réglée. On va s'attaquer maintenant à un problème plus compliqué, c'est les tumeurs de moins de 2 cm. Alors là, c'est vraiment compliqué parce que ce qui a fait un grand boom dernièrement, c'est les études du CIR américain qui a regardé le taux de métastase ganglionnaire chez dans des tumeurs de moins de 2 cm chez des patients qui avaient été opérés. Et là, ça a été le grand cataclysme pour les chirurgiens pancréatiques qui s'occupaient des tumeurs neuroendocrines, puisque vous voyez sur le diagramme que même les tumeurs de moins de 0,5 cm avaient des métastases ganglionnaires. Et on avoisinait à peu près 30% de métastases ganglionnaires chez les tumeurs de moins de 2 cm, ce qui était quelque chose qui n'était jamais vu dans les publications. Et donc ça a fait l'objet de beaucoup de débats. La critique qu'on peut faire, c'est que le CIR, c'est un registre déclaratif, et donc forcément, les tumeurs qui étaient malignes étaient déclarées, et que les tumeurs non malignes n'étaient pas déclarées, mais reste quand même que c'est une donnée sur 1367 patients, donc on peut dire quand même que c'était un élément important en termes de publication. Alors du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'il va falloir trier ces malades et comment est-ce qu'on peut trier ces malades? Alors nous, on avait fait une première étude multicentrique qui a été publiée dans Surgery en 2015, où on s'était attelé dans une série rétrospective à essayer de trouver un critère qui permettait de définir la malignité ou en tout cas le risque ganglionnaire, et on avait trouvé un cut-off à 1,7 cm sur des mesures scalographiques. Au-delà de ces tumeurs de 1,7 cm, le risque de métastase ganglionnaire était important, ou en tout cas de malignité, et donc ça nous donnait un cut-off pour opérer les malades. Alors ce critère de taille, il a été repris par d'autres études. Une étude qui retrouvait un cut-off à 1,8 cm, une autre étude qui retrouvait un cut-off à 1,5 cm. Donc on peut dire que probablement, oui, il y a des lésions qui vont évoluer, qui sont à moins de 2 cm et qui risquent d'être métastatiques, mais le critère de taille n'est pas défini. En tout cas, c'est probablement pas 2 cm, mais pour l'instant, on n'a pas les données suffisantes pour dire à partir de quelle taille il va falloir opérer les patients. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait? Ce d'autant plus qu'une publication avait montré que dans ces tumeurs de moins de 2 cm, le fait de les opérer, il y avait un bénéfice de survie à 1 an, 3 ans et 5 ans en faveur de la chirurgie. Et donc du coup, ce qui poussait à dire il va falloir screener ces malades et essayer de trouver les moyens de les sélectionner. Alors tout ça, ça a été tempéré par 2 études récentes qui finalement, dont une auquel on a participé, l'étude de Salinen, qui était une étude européenne qui a été initiée dans le cadre de l'European Pancreatic Club, et plus particulièrement, où je parle pour les jeunes, c'est hyper intéressant, dans le club Pancréas 2000, qui engendre, qui rassemble les jeunes, alors je ne suis plus très jeune, je fais jeune comme ça, mais je ne suis plus très jeune, mais qui rassemble les jeunes pancréatologues ou chirurgiens pancréatiques, et qui est extrêmement dynamique, qui fait pas mal d'études. Donc voilà, on avait récupéré à peu près 240 malades, et finalement le taux d'envahissement ganglionnaire était beaucoup plus faible que dans la publication européenne. Alors ça, le nombre était inférieur, mais ça a corrigé tous les malades opérés, et vous voyez que le taux de métastase ganglionnaire était d'environ 10%. Et ça a été confirmé par une étude italienne, cette fois-ci, pareil, où on retrouvait grosso modo les mêmes taux d'envahissement ganglionnaire, ce qui avait tendance à modérer un petit peu la publication américaine. Mais il reste tout de même qu'il y a des patients qui sont à risque, et donc du coup, il va falloir quand même les sélectionner. Alors comment les sélectionner? Et bien déjà, cette publication-là qui montre que finalement la localisation de la tumeur a un impact, la localisation céphalique tumorale est plus à risque que la localisation caudale, plus à risque tant sur l'envahissement ganglionnaire que sur le Ki-67, que sur le taux d'invasion lymphatique. Et donc du coup, c'est une première approche. Plus vous avez des tumeurs qui sont au niveau céphalique, plus elles sont à risque, et probablement plus c'est des lésions qu'il va falloir prendre en charge chirurgicalement, malgré une chirurgie qui est plus lourde que la pancréatectomie gauche. Le deuxième élément, ça a été confirmé, cet élément a été confirmé par une étude publiée dans Surgery cette année, où finalement ils sont attelés à regarder la localisation de la tumeur,
le KI67 et ils ont créé des groupes de risques, des groupes de facteurs de risque. Donc le caractère céphalique était coté 4 points, le caractère distal 1 point, le KI67 à moins de 3% était coté à 1, versus 2,7 pour un KI67 à supérieur à 3%, supérieur strict, enfin supérieur ou égal, pardon, à 3%. Et vous voyez que finalement on arrive à avoir des groupes avec des facteurs de risque de métastases ganglionnaires chez des patients qui ont des tumeurs de moins de 2 cm. Et vous voyez que le facteur de risque est multiplié par 8 quand on a une tumeur de la tête du pancréas de moins de 2 cm avec un KI67 supérieur à 3%. Donc probablement ça donne à nouveau une orientation d'indication chirurgicale chez des patients qui ont des tumeurs de moins de 2 cm. Et puis on peut parler aussi de l'avenir, puisqu'en fait, quand on regarde aussi, si on peut le faire, les mutations génétiques, et notamment la mutation de DAX, enfin le dosage des protéines de DAX et le statut ALT dans ces tumeurs, on voit que c'est la mutation en fait, de DAX est un facteur de risque de métastase ganglionnaire. Ça, c'était une étude publiée dans Annals of Surgery en 2018. C'est sur le côté gauche de ma slide. Et puis, le dernier élément que j'ai trouvé extrêmement important, enfin intéressant en tout cas et facile d'accès, c'est le dosage de la vasostatine 1, qui est en fait un dérivé du métabolisme de la somatostatine, en fait, qui, au-delà de 0,39 nanomol, serait un facteur de risque de métastase ganglionnaire. Donc vous voyez que finalement, on arrive à orienter la prise en charge de ces patients. Probablement, oui, il ne faut pas opérer tous les patients qui ont des tumeurs de moins de 2 cm, mais les patients qui ont des tumeurs céphaliques, qui ont un KI67 supérieur à 2%, probablement qu'il faut leur proposer une intervention chirurgicale sous couvert, c'est des patients qui soient opérables. Et puis on pourrait éventuellement doser la vasostatine, qui, à mon avis, est un dosage intéressant, non invasif, puisque à l'heure actuelle, la recherche de mutations génétiques, en tout cas dans les tumeurs sur des biopsies faites par voie endoscopique, va être un petit peu compliqué, mais peut-être que l'avenir permettra ces analyses. Le dernier élément, eh ben, c'est sur le PET scanner, la scintigraphie PET, puisque ces données de la littérature nous montrent qu'à la fois le gallium DOTA-TOC et à la fois le gallium DOTA-TAT sont des éléments qui permettent éventuellement de dépister des métastases ganglionnaires dans ces tumeurs neuroendocrines pancréatiques, et probablement qu'avec les progrès de ces examens d'imagerie, on pourra dépister des métastases ganglionnaires plus tôt. En tout cas, pour l'instant, ça semble supérieur au scanner simple et à l'IRM pour dépister ces métastases ganglionnaires. On va parler maintenant des tumeurs avancées ou métastatiques. Ça crée un gros débat. Ces tumeurs neuroendocrines localement avancées, elles existent, elles sont souvent volumineuses et souvent métastatiques, leur pronostic est mauvais, donc quelle est la place de la chirurgie? Quand on regarde les données du CIR américain, on voit que finalement, chez les patients qui ont des tumeurs avancées, la survie elle n'est pas si mauvaise sous couvert qu'ils soient pris en charge chirurgicalement. La survie elle était à peu près de 65 mois, comparé à 95 quand c'est des tumeurs localisées. Donc vous voyez que finalement c'est pas si mal. Et quand on regarde les courbes de survie de ces patients opérés, eh ben, il y a un bénéfice à la chirurgie. Les patients vivent plus longtemps, même si le résultat oncologique n'est pas parfait. Quand on prend les tumeurs localement avancées, alors on sait que évidemment la survie globale et la survie sans récidive de ces patients elle est moins bonne que chez les patients qui n'ont pas de tumeurs localement avancées. Ça c'était une étude française de Marseille qui avait regardé la survie des malades opérés. Alors oui, elle est moins bonne, mais ça explique aussi parce que c'est des chirurgies qui sont un peu plus compliquées. Probablement qu'il y a un impact des complications chirurgicales sur la survie, mais ça reste quand même, on sait que c'est des patients qui vont vivre moins longtemps et qui vont récidiver. Notamment, on voit que quand on est obligé de faire des résections veineuses, notamment dans les DPC, faire des résections portales, et ben, la survie des malades est moins bonne parce que le geste est plus compliqué et qu'il y a des complications post-opératoires. Cependant, quand vous regardez pour les patients qui ont des tumeurs localement avancées ou des tumeurs métastatiques, et ben, il y a une pondération à avoir par rapport au grade, puisque vous voyez que dans la courbe en bas à droite du schéma, la survie des malades est directement impactée par le grade histopronostique. Donc vous voyez que le G1 c'est meilleur que le G2, c'est moins bon que le G3, enfin c'est meilleur que le G3, mais que la chirurgie elle garde tout à fait sa place, et notamment la chirurgie des métastases hépatiques. Sur le schéma en haut à gauche, vous voyez que les deux courbes les plus hautes, ce sont les prises en charge chirurgicales des métastases hépatiques en bleu, et les prises en charge par radio interventionnelle, par radiofréquence, c'est la courbe jaune, et elles sont supérieures aux patients qui sont pris uniquement
en charge sur le plan médical. Et ça, c'est confirmé par d'autres études qui montrent que finalement, quand vous avez pas de métastases, c'est pas mal, mais que quand vous arrivez à enlever toutes les métastases, vous avez une survie bien meilleure que les patients qui ne sont pas réséqués. Pardon. Et ce schéma montre aussi que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi ces patients ils vivent moins longtemps, parce qu'il y a un impact aussi directement de la chirurgie complexe. Quand vous faites une DPC simple, et la survie des malades, elle est meilleure que quand c'est une DPC compliquée. Vous avez ici toujours pareil la courbe de survie des malades en fonction si on fait une chirurgie simple ou si on fait une chirurgie un peu plus compliquée avec une exérèse plus complète et multi-organe. Donc au final, c'est ce qui s'est dit dans la conférence de consensus, que finalement on peut opérer les malades qui ont des métastases ou qui sont localement avancées sous couvert qu'ils soient G1 ou G2, et qu'en présence de lésions non résécables, on ne peut pas faire de chirurgie palliative, et en particulier pas de chirurgie de type DPC, puisque c'est trop morbide et les patients ne bénéficient pas de cette chirurgie. Donc en conclusion, et je pense que je suis pile poil dans les temps, la place de la chirurgie pancréatique, elle est importante dans la prise en charge des patients à tous les stades de la maladie. Il convient de bien sélectionner les malades. Et puis on peut penser qu'il y aura des améliorations qui vont être faites sur les indications en fonction du profil tumoral, du type de chirurgie et de l'état des patients. Et je vous remercie.